On entend souvent dire que le métier de dev est un métier d'artisan, car au final très manuel et dans la construction. Ici, on y répond parfois que c'est un métier d'artiste, car très lié à de l'inspiration et de la création. Pour enfin répondre au débat, cet été, nous allons rencontrer des artisans et des artistes pour savoir comment ils travaillent et quelles sont les similarités dans nos activités. Aujourd'hui, pour répondre à ces questions dansantes, je ne reçois pas Mini, mais elle s'y connaît en souris. Kat, bonjour. Bonjour Bruno. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Kat, la première question que j'aurais pour toi, c'est est-ce que tu te définis plutôt comme artisan ou comme artiste ? Je vais courageusement dire artiste, Ok. parce qu'en fait, c'est dans le domaine artistique où je vis depuis que je pouvais parler ou marcher. Voilà. Depuis toute petite, ça a toujours été ton truc. Depuis toute petite. Ok. Et est-ce que toi, comment est-ce que toi tu définis cette ligne, cette différence, on va dire, entre l'artisan et l'artiste ? Est-ce que pour toi, il y a une distinction ? En fait, c'est drôle parce que j'ai lu quelque chose l'autre jour sur l'art et l'architecture. L'architecture, pour moi, ça peut être créatif, c'est un art, etc. Mais certaines, disons qu'il y a des concepteurs et il y a des faiseurs. Donc, en fait, la mécanique de créer parmi l'inspiration et l'idée de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, peut-être c'est ça, un artisan. Ok. Qui a beaucoup de techniques nécessaires pour le faire. Et puis, je crois que les artistes ont besoin des artisans parfois. Ouais. Mais dans l'artiste, il y a aussi une notion de technique, il y a aussi une maîtrise de son art. Bien sûr. En tout cas, quand on est à un certain niveau d'expression de son art. Voilà. Donc, il y a toujours des expressions artistiques et il y a toujours les idées. Je vois une boîte de crayons là-bas et je dis comment ça peut devenir vivant, chantant, dansant, faisant quelque chose. Avec l'inanimé, ça devient animé. Ok. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton parcours ? Ce que tu as fait, ce qui nous amène du coup à cette discussion aujourd'hui ? Alors, je vais essayer d'être court. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'aventures dans ma vie. Je suis quelqu'un qui va vers l'avant. Alors, au début, autodidacte, complètement jeune réalisateur, 2 ans à 5 ans, dans ma voisinage. L'idée, c'est si tu veux jouer sur mon balançoire, on va répéter mon spectacle d'avant. D'accord. Sans aucune technique, sans aucune idée, mais créer les spectacles, c'était comme marcher ou parler. Je suis devenue donc danseuse professionnelle, contemporaine à New York, où j'ai eu la grande chance de travailler avec des chorégraphes notables, qui m'a amenée à être un instrument artistique où je pouvais m'interpréter, mais par rapport à l'histoire de quelqu'un d'autre. Notamment Jerome Robbins, quand j'avais la grande chance de jouer dans le revival. Je ne sais pas comment tu dis ça en français. Je crois remontage, pas 20 ans après, l'original de West Side Story, où j'ai joué Le Garçon Manqué. Et cet rôle m'a amené en France, où j'ai décidé de rester et continuer ma carrière sur un autre domaine, sur une autre planète. Je suis devenue ensuite chorégraphe, metteur en scène, concepteur. Donc, j'ai travaillé dans le musical, les films, la télévision, etc. J'ai appris le français. J'ai toujours un accent, mais bon. Et notamment, j'ai fait la première venue du spectacle de Cats, où j'étais l'artistique directrice résidente de ce grand spectacle qui a gagné une Molière en 89. Okay. Le petit parcours, c'est quitter les chats pour jouer avec les souris. Donc, vous avez ouvert la conversation. En 91, j'ai joint la compagnie de Walt Disney, où j'ai aidé à planifier et ouvrir le parc Disneyland Paris.
Elle a un grand parcours créatif de 25 ans à travers la chorégraphie, la mise en scène, les conceptions. Elle est devenue directeur artistique de tout ce qui était spectacle, parade, feux d'artifice, personnages et d'autres. Et actuellement, j'ai pris tout cela dans un grand panier de Mary Poppins et je vais vers mes propres projets. Donc, je travaille sur 2 projets même parisiennes. Une sur les origines du French Cancan comme une danse d'émancipation pour les femmes au milieu du 19e siècle. Et aussi un hommage à le street art, parce que Paris est super envoûté de ça. Comment on amène les choses en 2D qui sont sur les murs, des poésies éphémères, et les transformer en musique ou en danse ou voir. C'est un nouveau projet, donc même moi, je ne sais pas où ça va. Ouais. Bon, du coup, forcément, c'était 25 ans chez Disney, moi, qui m'ont beaucoup intéressé, parce que je suis très, très fan de Disneyland Paris, où je vais très souvent, j'imagine, où je vais très souvent avec mes filles. Avant ça, tu racontais tout à l'heure que quand tu étais petite, il fallait travailler le spectacle avant de pouvoir jouer sur ta balançoire. Est-ce que à l'époque, tu dansais et tu participais au spectacle, ou tu étais déjà dans le rôle de directrice et de réalisatrice, et du coup, tu mettais les gens en scène? En fait, je mettais les gens en scène, mais je n'avais que dans ma tête ce qu'il faut faire. C'était comme les petits gamins du coin de la rue qui forment une gang, et cette gang va faire des spectacles dans leur garage avec 3 ballons et des raquettes de tennis. On créait un cirque. On s'habille dans notre maillot de bain pour les costumes et on met le 33 tours avec la musique préférée, qui se tait, bien sûr, parce qu'on était dans le garage. Ça faisait aussi des bonnes nouvelles spectacles, et les parents du voisinage étaient très fans. Mais du coup, tu avais déjà cette appétence pour la direction, pour la mise en scène. Donc, c'était un vrai travail. C'est-à-dire que tu avais déjà à cet âge-là cette projection de voilà sur scène à quoi ça va ressembler? Oui, j'aimais bien. J'aimais vraiment bien. J'aimais aussi être sur la scène, je vais dire. Ouais. Donc, merci aujourd'hui. C'est comme une petite scène ici dans votre podcast d'avoir la chance de m'exprimer, d'être le star du jour. Et donc, du coup, ça comment est-ce que tu concilies cette partie de cette envie de mettre les gens en scène et d'être toi-même sur scène? Good question. Il y a 2 moments d'affirmation comme artiste dans une technique. Pour moi, c'était la danse qui m'attirait le plus. Donc, d'avoir fait les études techniques du conservatoire, d'avoir réussi même tardivement, parce que j'ai commencé les vraies techniques très tard, même si j'ai joué dans tous les talent shows du coin, avec mes inspirations propres, mais peut-être sans faire la pirouette correctement, vous voyez. Et après là, de travailler vraiment avec les maîtres, des mentors, des chorégraphes qui avaient des parcours et des idées géniales, où tu dis, bon, je ne sais pas comment je pensais de faire, mais je ne savais pas faire maintenant que je vois comment faire. Et après, de plus en plus, tu reprends la confiance en soi, et tu en avais fait un peu le tour des différents spectacles, les différents ballets, les différentes utilisations de votre corps, et tu dis, OK, maintenant c'est mon tour. Et donc, tu fais le cercle de la vie, en fait. Tu reviens au départ et tu commences à faire toi-même, et puis là, ça t'amène ailleurs. Ouais. Oui, parce que du coup, dans ce que tu racontes, moi, je retrouve un peu des choses qu'on expérimente, nous, sur le métier de dev. C'est que pour une bonne partie, en tout cas, je pense que en tout cas pour ceux qui écoutent ce podcast, on parle de gens qui sont quand même très passionnés par leur métier, parce que sinon tu n'aurais pas envie d'écouter un podcast d'1 heure par semaine pour reparler d'un truc qui ne t'intéresse pas. Et du coup, en général, quand on fait ça plus jeune, on s'imagine déjà en train de faire des applications qui ont des millions et des millions d'utilisateurs, qui fonctionnent extrêmement bien, qui sont utilisées à travers le monde avec des effets d'échelle extrêmement importants. Et puis quand on commence les premiers jobs, on fait vraiment des petits morceaux de dev, des petits scripts qui ne sont pas hyper intéressants, qui ne sont pas hyper compliqués. On peut avoir parfois l'idée de se dire « moi, je n'aurais pas fait comme ça », le directeur technique, il n'a pas eu une bonne idée. Enfin, tu vois, on a une espèce
Et puis je pense qu'avec l'âge, tu vois, on découvre qu'en fait, le directeur technique, en fait, il a pris en compte des paramètres que nous, on ne savait pas. Tu vois, il avait une vision plus globale. Et je pense qu'il y a une espèce de maturité. Du coup, effectivement, le jour où on arrive sur ces postes-là, on a vu plus de choses. Tu vois, d'être revenu un petit peu à la base, elle nous a permis de voir plus de choses et de faire des choses de manière plus construite après. Est-ce que dans le monde de la danse et du spectacle en général, alors c'est peut-être une vision très très biaisée, très comment dire, novice, enfin extérieure de ma part, mais tu vois, on a envie de se dire, vu qu'il y a cette envie d'être sur scène, il peut y avoir peut-être aussi une notion d'ego parfois. Comment est-ce que du coup comment est-ce que tu as vécu ces premières années où tu sors d'école et tu te retrouves sur scène dirigé par quelqu'un d'autre et où toi, tu as peut-être déjà plein d'idées sur comment faire les choses? Ah oui, tout à fait. Alors, prends les 4 ans d'un conservatoire. Vous rentrez, vous êtes novice. J'avais 1 an de traitement de danse dans le coin de la rue, de le petit village où j'étais née. C'était pas grand-chose, mais je pensais que j'étais le plus grand danseur du monde, n'est-ce pas? Tu arrives et la première année, il y a toujours la thèse de les derniers cours, de dernière classe qui devraient monter leur propre ballet, spectacle, etc. pour montrer ce qu'ils savaient faire, ce qu'ils avaient appris. Première année, vous êtes amené à laver le sol de la scène où les autres vont danser. D'accord. Là, tu apprends la humilité. La deuxième année, vous pouvez être un des techniciens. C'est-à-dire, moi, j'ai couru de la scène qui était au 2e étage, en bas de l'escalier, derrière la scène, pour dire « C'est numéro 30, allez !» Et là, j'étais le coureur. Okay. Ou vous pouviez être l'éclairagiste, vous pouvez être le son, les choses comme ça. 3e année, là, vous avez un peu de technique, donc vous êtes le danseur. Mais de la danseur de quelqu'un qui a que 1 an plus que vous, qui créait pour la première fois ses propres manières de danser. Et la 4e année, c'est vous qui êtes en chef. D'accord. Et 1, 2, 3, 4. Et c'est rebolote. Je crois que le métier de la danse est très humble aussi. Et donc, peut-être on n'ose pas dire tout de suite avec l'énorme ego, je suis le meilleur metteur en scène. Par contre, de toute façon, j'ai toujours dit que mes pièces et mes créations sont bien parce que je travaille avec les gens bien qui les apportent. Donc, je crois que c'est va-et-vient. On ne peut pas faire des choses en live toute seule. On peut le faire, mais ce serait un peu ennuyant pour moi, en tout cas. J'aime plutôt la compagnie. Tu peux être seul sur scène, mais tu as quand même besoin d'avoir les gens à la technique derrière, d'avoir toute une équipe avec toi. Donc, c'est pas un travail que tu... C'est pas une représentation que tu peux faire tout seul, en fait. J'aimerais bien l'idée, parce que j'aime bien les contraintes et les obstacles. Disons, vous devriez être toute seule de A à Z. Là, tu me donnes une idée, là. Écoute, si jamais ça t'inspire, pourquoi pas. Attends, j'avais une question qui était liée... Attends, c'était sur quoi? Elle reviendra plus tard. Du coup, sur ce... si, j'ai retrouvé. Il y a aussi un autre parallèle, moi, que je vois dans le métier de dans le fait de danser avec le code. C'est que... on pourrait se dire que juste quelqu'un qui danse, il n'y a pas une forme d'expression extrêmement importante disponible. C'est-à-dire que c'est juste quelqu'un qui bouge sur scène en rythme avec une certaine musique. De la même manière que quand les gens voient notre métier de dev, on se dit, en fait, tu écris des lignes qui sont un peu obscures sur un écran et ça fait une application derrière. Mais tu vois, moi, quand je vois certains spectacles de danse, il y a certains spectacles qui vont vraiment me toucher, tu vois, et résonner en moi, parce qu'en fait, il y a la danse, il y a la musique, il y a l'éclairage, il y a tout un ensemble. Il y a une globalité qui fait que d'un coup, il y a un ensemble qui prend sens pour la personne qui le reçoit. Ce qui est un peu le cas aussi avec le dev, c'est qu'on va taper plein de lignes de code qui individuellement n'ont pas forcément de valeur, mais globalement, quand tu les mets ensemble, il y a une espèce de mise en musique, pour prendre un peu l'analogie, qui se fait. Ma question, du coup, c'est toi qui as ce rôle de conception et de metteuse en scène et de direction. À quel point est-ce que quand tu commences ce travail-là, tu as déjà une vision globale, c'est-à-dire que tu sais qu'il faut qu'un tel fasse tel mouvement avec son pied, il faut le faire bosser ce mouvement-là avec son pied, parce que tu sais que quand la musique va arriver, quand l'éclairage va arriver avec l'ambiance, le machin, avec tout ce qui s'est passé avant, ça va générer quelque chose. Tu vois, à quel point est-ce que c'est déjà clair dans ta tête versus quelque chose que tu travailles à mesure que le spectacle se construit? En fait,
sauf cette question, parce que l'autre qui m'a intriguée, c'est que toi, dans la dev, vous avez dit, il y a plein de petits points, etc. Et après, il y a une globalité. Dans la danse, il y a des pas de danse, OK? Un pirouette, un jeté, des pas. Mais où nous, on trouve la danse qui touche le cœur, comme tu dis, quand ça fait bouger, c'est entre ces pas où on danse. Comment connecter les pas. Donc, pour vous, est-ce que c'est connecter des dates, connecter des points? Ça, c'est l'artistique. Ça, c'est le moment où seulement l'interprète peut vibrer, peut respirer, peut le faire. Je voulais juste faire ça comme parenthèse parce que j'imagine que dans le dev, il y a ces moments aussi d'euphorie où de dire « Waouh, j'ai réussi !» Là, à là, personne d'autre a fait ça. Non? Oui, non, complètement. C'est vrai. Ah, C'est-à-dire qu'on a effectivement ces petits bouts de code qui, entre eux, n'ont pas forcément de lien, mais réussir à les, effectivement, à les mettre en musique, à les faire fonctionner les uns avec les autres. C'est une très belle image que tu as, ce fait que c'est entre les pas de danse que l'émotion, parce qu'il faut les connecter. Ouais. Et l'autre chose, c'est que si je comprends bien votre question et comment vous traitez les idées et comment tu sais quand c'est prêt ou quoi, right? Donc, je crois qu'il y a 3 façons parce que ça dépend où l'idée vient. Soit je suis jetée devant l'idée, comme Parcours Disney. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous développer une nouvelle parade autour de Noël? Ah, OK, Noël existe. Disney existe, il y a plein de choses existantes, le parcours, la musique, tu peux prendre des archives, etc. Donc, tu es jeté dans un truc que vous devrez analyser, prendre, transformer et créer quelque chose. Ça, c'est une façon. Sinon, il y a aussi l'allure ou l'attraction, c'est-à-dire une question pénétrante qui n'arrive pas à sortir de ta tête, comme dans ma sujet, mais où venait cette danse du cancan avant le Moulin Rouge? Ça ne peut pas exister avant. Donc, ces questions m'amènent à quelles sont les idées à trouver, à raconter, une histoire à inventer. Et je crois que la 3e, c'est quand je pars en quête. C'est-à-dire, moi, j'ai une demande forte, j'ai une idée et je veux aller complètement, aller à Z comme cette super parcours créatif de trouver dans le mur une graffiti qui est poétique et qui me parle. Et je veux faire sortir le personnage, femme fatale ou quoi, et je vais lui faire danser, chanter, parler en live pendant qu'il y a d'autres qui peignent derrière. Et ça, c'est une quête. Donc, tu vois. Donc, il y a ces 3 manières d'aller dans le développement créatif, si tu veux. Après, comme on dit, la règle, vraiment, c'est très, très individuel. Et il n'y a pas vraiment de règle A à Z. On peut lire 50 000 livres, chacun a sa méthode. Moi, j'ai la mienne, j'ai 3 petites règles. Déjà, fixer une délai, au moins pour un premier jet. Fixer un délai. La deuxième, c'est utiliser tous les contraintes et obstacles qui arrivent comme inspiration créative. Donc, rentre dedans, aller dedans, essayer de creuser, faire à l'envers, faire opposer, changer un vilain d'un bon, faire un magie où il n'y en a pas de magie. Out of the box. Et le 3e, c'est n'attends pas que c'est parfait. Parce que ce n'est jamais fini. Même un code, je suis sûre. Il y a toujours un petit truc. Hein? Mais bon, n'attends pas. Par contre, quand tu imagines que c'est fonctionnel, que c'est faisable, que tu le vois dans ta tête et que tu imagines que ça peut être fait sur une scène avec un bon parcours, voilà, et tu y vas. Tu y vas et tu verras. Ça, c'est mes 3 règles. C'est marrant parce qu'effectivement, dans le monde de l'entrepreneuriat, on a cette philosophie qui est « done is better than perfect ». Il vaut mieux faire les choses plutôt que d'attendre que ce soit parfait, parce qu'il y a un moment, effectivement, comme tu le dis, si on attend que le... Picasso devrait finir ça aussi, hein, il devrait commencer un autre. Hein. Oui, mais tu vois, j'aurais vraiment cru que justement dans le monde de l'art, et notamment quand tu fais du spectacle vivant, qu'il y a quand même une volonté de perfection. Si je prends un truc tout bête, tu vois, tu disais que l'émotion, elle se crée entre les pas, mais si tes pas, ils sont pas en rythme avec la musique, et tu vois, si tu casses les choses, tu as quand même besoin d'un certain degré de perfection qu'il faut, enfin,
tu as quand même un ensemble d'attentes qu'il faut atteindre avant de pouvoir présenter quoi que ce soit. Ça, c'est dans mes français, ma règle, j'aurais dû dire là ça comme ça. Quand j'ai dit, n'attends pas que c'est parfait, mais par contre, quand c'est faisable aussi, ça veut dire que tu y crois. Et que tu y crois que tu as fait le tour. Et que tu as fait le tour tellement que devant de mettre avant un public, tu ne sais pas quelles sont les réactions, donc tu peux pas gager. Donc, il faut avancer. Il faut oser de le sortir. Il faut avancer de sortir de la papier vers la personne devant vous. Tu vois, j'ai pas vu mes mots une fois. et du coup, quand ton spectacle sort, à quel point est-ce que tu peux le modifier à mesure que le spectacle vit? Tu vois, j'imagine que je crois que c'est Katz qui a le record du nombre de représentations à travers le monde. Je crois que c'est une comédie musicale qui a été tellement jouée, tellement interprétée, mais une même troupe, j'imagine, va l'interpréter différemment et c'est sa vie au fur et à mesure. Et à quel point est-ce que justement ton rôle de metteuse en scène, c'est de maintenir ce qui a été répété la première fois versus le faire évoluer à mesure que les choses changent ou évoluent ou bougent? C'est le rôle de la metteur en scène qui prend le projet au moment que c'est pris. Si c'est un remontage, c'est quelque chose que tu vas respecter. La première mise en scène, la première histoire, surtout s'il y a des auteurs et des autres qui disent non, c'est bloqué comme ça, tu ne changes pas. Prends West Side Story, par exemple. Evan Van Ho, qui a refait le spectacle du Broadway juste avant la pandémie, avait complètement transformé les deux gangs de Jets et de Sharks, qui sont des Portoricains et des Blancs, si tu veux, de les années 50-60. C'était assez classique, mais facile à définir sur scène. Là, il est dit contemporaine, il n'y a pas. Mon pote qui peut être avec moi, mais il peut être black, il peut être portoricain, il peut être autre chose, il peut être polonais, il peut être italien, il peut être... Et la même chose de l'autre gang. Quelle est la distinction? Comment on arrive à dissimuler qui prend force de l'autre? C'est très dur. Mais le jour, aujourd'hui, notre société contemporaine, elle est aussi remarquée par ça, par cette mélange et par cette melting pot. Donc, je trouve que c'est très courageux de prendre une classique comme West Side Story et de la transformer d'une autre manière. Aussi avec énormément de scénographie, de vidéoclips, de choses, la caméra qui suit, le steadicam qui est devant le nez d'Anita pendant qu'elle chante. C'était une partie de le spectacle. La caméra dansait avec ça. Si ça répond un peu à ta question de comment remonter... Sinon, une des choses qui était merveilleuse à Disney, c'était de prendre un classique et de le voir d'une autre manière. Si on créait une charte pour une parade sur Alice au Pays de Merveilles, qui existe depuis une éternité, qui était déjà transformée avec Alice qui dansait avec des fleurs, avec Alice qui est avec le Tea Party, qu'est-ce qu'on peut faire? Pour nous, c'était quelle scène n'était pas encore exploitée. Ben, on a décidé de prendre Alice qui mangeait des cookies et qui grandissait. Et elle ne rentrait plus dans la maison où elle a pris des cookies, elle était. Et donc, tout était animé avec des... Tu vois, c'était une autre façon de voir la même histoire d'un autre regard. Ça, j'adorais. Et... est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, un petit peu, mais alors du coup, de manière plus précise. Revenir, oui. Ma question, c'était, du coup, quand toi, tu vas créer un spectacle, qui va tourner après, que tu vas faire jouer plusieurs fois. Oui. À quel point est-ce que ton rôle, c'est de s'assurer que chaque représentation est du même niveau que la première, ou en tout cas du niveau attendu? Parce que j'imagine que ces spectacles, ils vivent, en fait, tu vois, de la manière que nous, une application, en fait, le code, on dit souvent que c'est quelque chose d'organique. En fait, il vit à mesure que tu as des nouvelles personnes qui rejoignent l'équipe, qui vont ajouter des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles features. Ça fait bouger en fait ton code et du coup il se comporte plus forcément de la même façon et donc il faut maintenir tout ça. Donc ma question c'était toi en tant que metteur en scène, à quel point est-ce que ton rôle c'est de faire en sorte que ce soit comme c'était à la première versus je sais pas, t'as un nouvel acteur qui arrive ou t'en as qui prennent des habitudes, ils mettent plutôt le pied à gauche plutôt qu'à droite à mesure que les choses se jouent. Enfin, tu vois, comment est-ce que tu composes avec tout ça? C'est très amusant ça, parce que c'est l'être humain qui veut se faire démarquer, surtout un artiste de scène. Il veut dire, l'applaudissement est pour moi, n'est-ce pas? Si un spectacle est fixé,
une fois qu'elle est fixée. Parce que la question avant, c'était comment tu sais qu'on s'est fixé. Ben, avant ça, il y aura ce qu'on appelle les previews, il y aura des workshops, il y aura des tentatives où vous prenez le feeling de différents publics, différentes audiences, et là, tu dis, OK, ça, c'était trop long, ça, c'est trop court, ça, c'est peut-être, il faut faire cette action avant parce qu'ils n'ont pas compris, donc il faut changer l'axe. Et tu as le temps de roder. Okay. De roder le spectacle. Tu rodes, parfois, les gens, ils coupent les chansons, ils mettent d'autres chansons, ils réécrivent 24 heures. Et les gens savent que cette période d'ajustement est dans le contrat et continue. Une fois que le premier est fait, vous avez fait votre première de presse, ça c'est sûr que c'est plus ou moins fixé. C'est posé, ouais. Mais c'est vivant. Donc, le violon, il peut toucher une note bizarre. Le danseur peut aller à droite au lieu d'à gauche. Ça, c'est l'être humain. Donc, il y a les gens qui gèrent artistiquement la régisseur artistique, qui sont là justement pour ça, pour corriger, pour donner des notes. Et moi, de temps en temps, je reviens sur un spectacle et je dis, OK, on fait un petit meeting avec tout le cast, les techniques et autres. On dit, bon, vous êtes tous créatifs, vous êtes superbes. Maintenant, on va juste enlever quelques improvements que vous avez ajoutés. Parce qu'on va revenir un peu aux sources. Okay. Alors, donc, gentiment, tu les remercies pour toutes leurs idées. Et après, tu reviens à l'idée parce que tu es le capitaine de la navire. Ouais. Mais du coup, est-ce qu'un danseur ou un technicien sur un spectacle peut du coup amener quelque chose qui va t'amener, toi, en tant que metteuse en scène, à changer le spectacle? Parce que tu te dis, ah, tiens, là, en fait, ce que tu as fait, certes, c'était en live, peut-être c'était la 20e représentation, mais en fait, ça a du sens et on modifie autour de ça. Tout à fait. Yes, of course, bien sûr. Sinon, c'est pas fun. Mais de le faire, de le discuter, de le parler, de l'essayer, de le voir et de revenir si c'est pas ou si c'est, bien sûr, ça peut faire. Si Barbara Streisand va jouer dans un spectacle, c'est pas la même chose que si Pink va jouer le même rôle dans le même spectacle, bien sûr. Ouais. Bon, c'est ça. J'aimerais revenir aussi tout à l'heure quand tu parlais des 3 types de préparation de spectacle que tu peux avoir. Donc la première, j'entends, c'est cette notion de surcommande. Tu as un contexte qui t'est imposé et tu fais dedans. J'ai du mal à percevoir la différence entre les 2 autres modèles que tu as évoqués parce que quand tu évoques cette idée que tu as eue sur l'histoire du French Cancan, et versus quand tu vois une œuvre en street art et que tu as envie de lui donner un moyen de s'exprimer, on va dire, à cette œuvre, moi, dans les 2 cas, ce que je vois, c'est qu'il y a une espèce d'épiphanie de ta part. Tu t'es dit, tiens, je veux faire vivre cette idée-là. C'est vrai. C'est vrai, par contre, je suis... imagine la fille qui est dans la forêt et elle voit une petite étoile qui brille, une petite bête la nuit, et elle est attirée, elle va suivre la petite bête illuminante dans la caverne où elle va découvrir plein de choses. Okay. Ça, c'est le lure, l'attraction. Donc ça, c'est vraiment la curiosité pure. Moi, j'ai demandé au moins une centaine des Français où c'est venu cette danse de cancan et tout le monde me sort Toulouse-Lautrec. Je dis, mais c'est pas Toulouse-Lautrec, c'est pas Offenbach, ça existe, ça devrait sortir de quelque chose folklorique, populaire, je ne sais pas. Alors là, tu pars dans une recherche parce que tu veux creuser, tu veux découvrir, tu veux savoir. Quand c'est une chose définitive, c'est peut-être ça ou la différence, et peut-être il y a très peu de différence en fait. La quête, le quest, c'est je pars sauver le monde. Je pars trouver l'élixir qui va rendre ma mère saine et sauve. Je vais trouver la réponse. Pas la réponse à une question, mais le bien-être, la chose qu'il faut. Donc, cette quête de street art qui existe, qui est déjà une expression dans un média, qui est dans un mur, qui est près de la tramway, qui a les figurines, qui a une espèce de danse d'ailleurs. Je dis, mais comment je peux le faire? Qu'est-ce qui sera rendre respect de leur art, mais de leur transformer dans un autre art? Bon, si pour le questionnement du cancan, c'est déjà une danse et je suis danseuse. Le street art, je n'en connais rien. Hein. Je fais des stick figures et je n'ai jamais peint sur un mur, sauf un salon.
Donc, c'est vrai que ça peut être très fine. Maintenant que tu m'entouras, par contre, je pense que j'ai une énergie différente. Ouais. Un questionnement, je vais peut-être plutôt aller voir si quelqu'un d'autre a trouvé la réponse avant moi. Et la quête, c'est je vais la faire. Donc, j'ai pas besoin de vraiment savoir d'autres, sauf le matière première. Ok, ouais, je vois. Tu vois? Ouais, je vois. Oh, good. Tu peux m'expliquer? Alors, je sais pas si je saurais le redire, mais du coup, il y a effectivement, il y a cette, il y a cette recherche d'un côté et il y a cette volonté d'exprimer quelque chose de l'autre. Mais les trois Ouais. sont pareils finalement. Parce que même de trouver la scène d'Alice qui n'était pas faite avant, il faut faire. Hein? Ouais. Donc, on ne peut pas vraiment les séparer. Tu vois. Alors, j'aurais plein de questions après sur ta période Disney pour justement voir comment est-ce que ce travail artistique peut s'exprimer dans un cadre parfois très, très, très strict sur commande. Avant ça, parce que du coup, tu parles justement de cette recherche, tu as parlé de cette recherche avec le French Cancan ou aussi avec cette volonté d'exprimer quelque chose quand tu vois un truc en street art qui te parle. Moi, si j'explique souvent que je trouve que le dev, c'est un métier d'artiste, c'est parce que pour moi, il y a un côté inspirationnel dans le métier de dev. C'est-à-dire que parfois, je l'ai dit sur plusieurs épisodes, donc si vous trouvez que je me répète, sachez que dans l'épisode d'après, je le redirai encore beaucoup, mais parfois, on va coder une application, on va dev un truc pendant quelques heures, quelques jours. On sait que ça fonctionne, mais c'est pas tu vois, on sent pas le truc. Et puis d'un coup, on a une espèce d'épiphanie qui peut arriver pendant qu'on fait la vaisselle, pendant qu'on promène notre chien, dans le métro, en lisant un livre, je sais pas, une espèce de truc où on se dit « Ah, en fait, c'est ça le truc que je dois faire. » Et on se lance dans une espèce de nuit entière où on va coder de manière frénétique pendant des heures et des heures. On va produire beaucoup plus de choses et on produit un truc, tu vois, avec une espèce de vraie satisfaction de « C'était ça, là j'ai fait un truc, j'ai relié des bouts de code, j'ai donné du sens, comme tu disais tout à l'heure, entre différentes choses. » Et en fait, moi, ma philosophie, c'est que l'inspiration, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui se repose, c'est quelque chose qui s'entraîne. C'est pas quelque chose qui vient tout seul. Pour moi, l'inspiration, c'est pas un truc divin. C'est une espèce de conjonction d'un ensemble de travail que tu as mené de manière consciente ou inconsciente avant. Et du coup, ma question pour toi, c'est comment est-ce que toi, tu vis ton inspiration et comment est-ce que tu travailles ton inspiration ? Est-ce que tu regardes beaucoup de spectacles ? Est-ce que pour toi, c'est une espèce de... Est-ce que tu as la sensation de travailler ton inspiration ? Ou est-ce que c'est un art que tu portes tellement en toi qu'en fait, tu le fais de manière naturelle, d'aller tous les soirs voir un spectacle différent pour voir un peu ce qui se fait ou ce genre de choses ? C'est toujours bien de voir le maximum de choses parce que c'est visuel et c'est monté et on peut toujours, comme une certaine personne, chorégraphe, je ne mets pas, a dit toujours, il faut toujours steal from the best. Mais le transformer pour que personne ne sache que tu l'as piqué. Il faut le prendre, le regurgiter et après sortir avec ton propre mode, même si l'inspiration était venue d'ailleurs. Ouais. La vie et la gratitude et juste la présence d'être à l'esprit ouverte. Parler avec toi aujourd'hui, Dave, je ne connais pas du tout ce monde. Je connais un peu l'ordinateur, je connais un petit peu. Aujourd'hui, je dis, mais est-ce que c'est live ou est-ce que ça va être monté? C'est quoi un podcast? Je suis curieuse. Je vais vers ça. Tu m'inspires. Tu m'inspires aujourd'hui. Disons, si j'ai un dialogue à écrire un jour sur deux personnes qui sont avec les micros devant eux, je vais réfléchir et me souvenir de ces jours-là. Je crois, comme toi, que ce n'est pas divin, qu'il faut beaucoup de temps, il faut beaucoup de passion, il faut vraiment que quand on veut le faire, on peut le faire. Peut-être pas de la manière qu'on pense de faire, mais on va arriver. Une danseuse dans une chaise roulante peut danser. Et je suis fan de ça. Donc, tout peut avoir une opportunité que j'étais très tardivement amenée à mon art, même si j'étais à le début déjà dans le train de faire les artistiques. Donc, je peux que retourner vers d'autres en disant « It's never too late ». Ce n'est jamais trop tard. Et est-ce que ça continue?
après un énorme parcours de New York pendant 10 ans dans les mains des meilleurs chorégraphes pour moi à cette époque, de venir en France 10 ans en travaillant à la télévision, à tous ces autres spectacles, etc. Après 25 ans avec Disney qui était vraiment énorme comme parcours de ma vie. Et il y a l'après. L'après, c'est maintenant. Et maintenant, j'ai encore de l'inspiration, de le travail. Je me réveille à 6 heures le matin, jusqu'à 6 heures à 9 heures. C'est mon temps à moi, dans mon petit cubique, couvert. Ne viens pas me voir, mon café, mon truc. Et soit c'est ma quête, soit c'est mon curiosité, soit quelqu'un me dit, est-ce que tu peux m'aider? Et je crois que je vais aussi à l'enterrement de ma vie comme ça aussi. Je n'ai aucune idée d'arrêter, de trouver des nouvelles idées pour les nouveaux parcours. Et cette inspiration, enfin cette quête que tu as, est-ce que tu penses que tu l'alimentes autant en découvrant d'autres métiers, d'autres univers qui sont du coup... Tu vois, là, effectivement, ce podcast, normalement, qui parle plutôt de dev, effectivement, est très loin de ton domaine. Tu vois, quand tu nous parles aussi de cette volonté d'exprimer des œuvres que tu vois en street art, on peut se dire qu'une œuvre graphique, c'est quand même assez loin de la danse. Tu vois. Est-ce que pour toi, c'est nécessaire d'aller au maximum loin de ce que tu fais, ou est-ce que tu penses que tu t'inspires plus en allant voir d'autres comédies musicales, en allant voir d'autres spectacles vivants qui sont du coup plus proches, on va dire, de ton métier, qui peuvent être dans des styles très différents, hein, j'entends, mais tu vois, à quel point est-ce que ton inspiration, elle se travaille loin ou proche de ton domaine principal? Je vois dans les deux sens. Je vois dans les deux sens. Je vois que dans la quête de street art, par exemple, je devrais aller aussi vers les gens qui font de la street art et leur parler et de voir comment le stroke of the brush peut devenir un geste pour un danseur chorégraphique. À un moment donné, peut-être, j'ai une idée maintenant, peut-être j'ai un brosse qui est un des personnages clés de tout mon truc, le spray can, tu vois. Ouais. C'est peut-être un des personnages de mon histoire, qui sait. Et de près, c'est de savoir et d'imaginer quel est le who, what, when, where, why. Tu vois, qui, quand, comment et quoi et qu'est-ce qui est l'histoire. Mais aussi les sens. Qu'est-ce que je vois? Visuel, c'est très important. Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je sens dans mon cœur? Ça, c'est très près et c'est individuel. Et je crois que c'est une expression artistique qui peut être très près de soi-même. Et quand tu vois le spectacle du Broadway que j'ai vu la semaine dernière, j'en ai vu 3, complètement différents. Les classiques, l'avant-garde et le complètement humoristique. C'était très près de ma vie américaine et en même temps, je peux le transformer en vie parisienne si je voudrais. Vous voyez, toi, je voyais déjà le mec qui porte 5 chapeaux dans les premières 3 scènes, il joue tous les rôles. Ça, c'est une façon de couper le budget, avoir un acteur qui peut jouer 5 rôles. Pas mal. Je change de chapeau et c'est une autre personne, tu vois, avec un autre accent, etc. Bon, je sais pas si j'arrive à vraiment... Complètement. OK, parce que j'aime bien être spécifique, mais parfois, c'est... Mais non, mais c'est aussi c'est aussi moi ce que j'aime dans ces discussions que j'ai, que ce soit sur la partie plus classique de ce podcast ou ce que je fais sur cette série spéciale, c'est de découvrir effectivement d'autres façons de faire et en comprendre plus sur les gens, sur tout ça. Moi, je trouve ça toujours très, très fascinant. J'ai effectivement beaucoup de questions sur ton passage chez Disney. Dans un premier temps, alors moi, je suis très fan de Disney, donc j'en pense énormément de bien, mais je suis conscient aussi que c'est une énorme machine avec des règles qui sont quand même très, très posées. Et j'imagine que quand tu es en charge de cette partie artistique à Disneyland Paris, tu vois, quand on parle d'une parade, bah, tu as un parcours qui est imposé, j'imagine qu'il y a une durée qui est imposée. J'imagine que tu peux pas recruter autant de danseurs que tu as envie, que tu peux pas non plus en utiliser que 2. Tu as une troupe à utiliser, j'imagine, dans son intégralité. Ils ont beaucoup de moyens, mais ils n'ont pas non plus... Enfin, tu peux pas... et puis, il y a des contraintes, j'imagine, du fait que y a quasiment que des enfants qui vont voir ça. Il faut que ton spectacle soit accepté de tout le monde, comme ça vient du monde entier.
faut que ce soit accepté aussi par des Occidentaux, que des Asiatiques, que des Africains, que... Enfin, tu vois, faut que ce soit... T'as un cahier des charges qui peut paraître... Tu vois, dès que tu creuses un peu, on se dit, OK, tu fais un truc pour Disney, il se passe quoi? Dès qu'on creuse un peu, on se dit en fait que tu as une liste de demandes qui est quand même hyper précise. Comment est-ce que tu fais pour exprimer ta créativité dans ce contexte qui peut paraître... qu'on peut imaginer peut-être un petit peu cadré, bloqué, fermé, je sais pas? Dans ces obstacles que vous pouvez imaginer, il y a aussi une brief tellement complète que tu es libre à l'intérieur de ça, de faire ton parcours, et tu as toujours ta voix, tu as toujours la façon de présenter, même si c'est un truc out of the box, qui n'était jamais fait. Ce que j'adorais pendant le temps que j'ai travaillé, surtout à Paris, c'était le début de l'international de Disney dans les parcs à thème mondial. Donc, il y avait déjà Californie, ils avaient Floride, deux cultures très différentes. Après, ils avaient Tokyo, encore une autre culture vraiment différente. Et Paris, qui était le premier parc européen, où ce n'est pas européen que parisien, que français. Comme vous dites, la langue, il a fallu qu'on crée énormément de spectacles visuels et musicaux pour raconter notre histoire, parce qu'on ne pouvait pas le faire avec les 6 langues officielles. On a 6 langues officielles, mais on ne pouvait pas tout faire comme ça, sinon le spectacle, ce serait très, très, très long. Mais c'était intriguant. C'est justement, trouve le geste. Une fois, j'ai travaillé sur Pocahontas et c'était le village des Indiens, Amérique du Nord, où vécut cette princesse indienne, américaine, avant que les Anglais arrivaient de découvrir l'Amérique. Et j'étais allée voir un autre spectacle qui s'appelle The Wild West Show, qui jouait à Disney, où ils avaient en résidence des Amériques, des Indiens d'Amérique nord-indiens, comment j'ai dit, North American Indians, en résidence. Et j'étais allée, je dis, ben, écoute, il faut que je parle du village, de la rivière, des plantes, des arbres. Il faut que je parle de maman, de papa, de parcours, de courage et de valeur. Et ils m'ont montré des gestes en langage de signes de leurs différentes tribus. Donc, j'ai accumulé plein de langages de signes qui veut dire, voilà, le village, le parcours, tu vois, etc., etc. Et cette langue-là, c'est devenu une langue que je pouvais exprimer. Donc, ça ne m'a pas coûté plus cher, parce que je n'aurais pas eu un résident américain, indien à mon traduction de tout ce que je voulais faire en privé. J'ai trouvé la solution. Donc, en fait, ça, c'était énorme comme valeur. Aussi, en France, on était un peu là. On est peut-être encore maintenant, parce que je ne sais plus, je ne peux pas dire, mais c'était un peu la incubator, le couvreuse des idées un peu nouvelles. On avait éclairé Main Street pour Noël avec des énormes arches lumineux qui n'étaient jamais faits. On avait couvrir le château pour faire le château gâteau au premier anniversaire. Et c'était, on ne peut pas toucher les châteaux. Le château, c'est l'icône, on ne peut pas toucher les châteaux. Bah, on a osé, on a fait, on a dit, bah, venez voir. Et finalement, autour du monde, après, il y avait les châteaux gâteaux, dans les autres parcs aussi. Okay. Donc, on a fait les premières mapping 3D sur une de nos attractions, dans une parc à thème avec 26 vidéoprojecteurs. C'était le début. Hein. Pourquoi? Parce qu'on vit près de Lyon, où il fait tous les ans ce festival de lumière, où ils avaient fait déjà les premiers jets. Moi, je parle du premier jet, pionnier. Hein. Comment ça va marcher, etc. Mais on convainc, on crée une histoire. Super succès, waouh, c'est fantastique. Maintenant, on fait des sons et lumières, fontaines et tout devant les châteaux avec des drones, des mappings et tout. Mais le bébé de l'idée était ici. Et je suis très, très fière de ça. Ouais. Oui, donc en fait, ce que tu décris, c'est qu'il y a un cadre quand même précis. Le cadre mais précis. En fait, tu as une capacité d'apport d'idées qui est quand même extrêmement supportée par si tu arrives à la vendre, si tu as une bonne pitch, comme même pour Netflix ou pour autre chose, il faut, j'imagine, c'est pas gratuit de créer ta code dev. Il faut que tu le vends à quelqu'un qui va le développer, qui va le prendre. Donc, il faut que tu aies une espèce de tchatch qui va avec, et un exemple et des choses. Et aussi, parfois, tu arrives juste à la demande de faire un
un workshop. Une fois, on avait une idée de travailler avec un magie de flottant dans la rue parce qu'on voudrait que nos fées avaient l'air d'être pas sur Terre. Eh ben, on a trouvé un mec génial d'Allemagne qui est venu, mais on ne savait pas que ça marchait pour la sécurité, des acteurs, pour la rue, pour tout ça. On ne savait pas. 5 jours, on était au sous-sol dans une parking avec ce mec et 5 personnes et la musique et tout. Et finalement, on a fait venir des personnes qui pouvaient décider par rapport à la sécurité, etc., etc. Et le coût, et la maintenance, et le costume autour. Ah ben, ça marchait. Et là, il y a un grand monsieur top de Disney qui dit « Comment vous faites ça ?» Je dis « Mais c'est Disney, c'est magique. On fait tout ça. » Je vois. Ce qui est aussi surprenant, c'est que tu nous as dit tout à l'heure que tu as un brief qui est tellement complet que tu as toute la liberté à l'intérieur. Non, mais je dis, il y a des contraintes, il y a des, comme tu dis, des barrières. J'aime pas dire obstacles, contraintes, mais quand vous êtes là, ça vous permettait à l'intérieur de ça d'utiliser justement ça et de créer à l'intérieur. Mais du coup, ça paraît presque antinomique. C'est très en opposition de se dire que tu as un ensemble de barrières qui sont très précises, qui sont très cadrées, et du coup, je reprends ta phrase, hein, tu l'as dit, et du coup, bah, tu as énormément de liberté à l'intérieur de ça, mais du coup, on a envie de se dire, bah, du coup, tu n'as pas de liberté parce que tu as quand même ce cadre très, très, très fermé. Comment est-ce que ça Imagine que tu n'as pas du tout le cadre. Pas du tout. Mais du coup, tu peux Sky's the limit. Tu fais ce que tu veux, mais tu ne sais pas si ce que tu veux faire va aboutir à quelque chose, même avec... c'est tragique, mais je pense à cette pauvre personne qui a voulu aller voir le Titanic en sous-sol, le machin, avec l'engin qui s'était créé, qui s'est implodé, etc. Bon, il a une idée, sky's the limit, je peux le faire, mais bon, tu vois, il y a des risques aussi. Mais il y a les risques dans les contraintes aussi. C'est pas tous les 5 minutes l'euphorie, hein. C'est le grand... compagnie qui marche très, très, très bien, mais c'est vrai que, bien sûr, il faut être professionnel. On a le mot professionnel, on a le mot deadline, on a le mot budget, on a le mot production. Pourquoi ça s'appelle show business? Parce que c'est un business. Donc, voilà, ça va ensemble. Et il y a l'autre côté aussi qui est dans le domaine, imagine, une compagnie de ballet ou une compagnie de théâtre qui font avec leur le metteur en scène, leurs propres articles, leur pièce qui va représenter leur regard sur le monde. C'est fantastique. Et si vous êtes fan de ça, ben ça va vous innover et vous amener ailleurs, toujours. Ouais. Tant que Disney va vous innover et vous amener ailleurs aussi. C'est toujours revient à les mêmes 3 choses. Est-ce que je suis en quête? Est-ce que je suis attirée? Ou est-ce que je suis jetée dans le projet? Peut-être des 3 en 1. Je vois. Et est-ce que du coup, après 25 ans chez Disney, est-ce que ça... J'ai que 31 ans, hein, juste pour vous dire. Est-ce que ça n'a pas laissé une empreinte trop forte d'avoir passé autant de temps dans une telle entreprise? C'est quand même pas n'importe quoi, Disneyland Paris. C'est quand même une grosse machine avec beaucoup de moyens, avec... j'imagine effectivement beaucoup de liberté, il y a beaucoup de magie, hein, ça reste Disneyland Paris. Mais tu vois, est-ce que... Ah oui, j'étais complètement gâtée. Ouais. Non, mais un peu, parce que moi, je pouvais appeler. Allô, production, allô, costuming, allô, technique, allô, est-ce qu'on peut réunir autour d'une table, on va trouver la solution tout de suite, maintenant. Et là, j'ai fait toute seule. 4, tu as une idée? 4, il y a ça. 4, tu as ça. Tu nous parles aussi tout à l'heure de cette boîte en Allemagne qui vous a aidé à faire ces petits overboards pour que les fées aient l'impression de voler. Bon, bah, un constructeur, tu leur dis bonjour, je suis Disneyland Paris, on veut faire un truc avec vous pour notre parade. Forcément, ils te sortent le tapis rouge. J'imagine que tu as quand même une certaine notoriété dans le milieu, mais j'imagine que... Il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir peur de ça aussi. Ils vont piquer mon idée artistique, c'est mon propriété intellectuelle. Je ne sais pas si je vais vous... sincèrement, si on peut faire affaire, parce que moi, je suis tout petit dans mon coin, et vous êtes l'énorme. Mais la chose, c'est humain.
Et le truc, c'est d'être autour d'une table et de parler franchement et d'exorcer et de parler de toutes ces contraintes et toutes ces choses pour être égal avec un contrat qui est clair, net et précis. Comme ça, on avance. Ouais. Et il y a des gens qui veulent et des gens qui ne veulent pas. Hein. Et j'étais amenée à faire beaucoup de voyages, comment dirais-je, je cherche le mot, diplomatiques, je vais dire, à parcours d'autres services artistiques en Angleterre, en Espagne, en Allemagne, justement, pour parler d'un parcours artistique Disney et comment on pouvait collaborer. Et que le mot collaboration va dire que vous avez un domaine d'expertise. Moi, si je fais un spectacle sur le dev, tu es le premier que je vais appeler. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et le reste, bon, on verra. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est le brief? Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce qu'on va? On va faire quoi? Ça va faire quoi? Surtout, on va danser entre les pas. Je vois. Mais donc, du coup, est-ce que ces 25 ans, est-ce que ça t'a laissé une certaine marque qui fait que c'est difficile après de revenir, entre guillemets, au monde normal une fois que tu as passé 25 ans dans une telle maison? Un ajustement à faire, bien sûr. Pas être naïve et fermée là-dedans. En même temps, le parcours était énorme. Les expériences étaient tellement différentes. J'aurais jamais eu tant d'expérience en travaillant sur un parcours personnel toute la vie. J'aurais devenu peut-être une super chorégraphe. Mais j'aurais jamais chorégraphié le feu dans le ciel. J'aurais peut-être devenu un super metteur en scène, mais j'aurais peut-être pas eu la chance d'avoir les 3D mapping sur un événement visuel qui racontait une histoire en 8 minutes. C'était toute cette valeur que j'emporte avec moi aujourd'hui. Et je continue à emporter. Maintenant, en fait, c'est drôle parce que j'essaie de dire, si j'ai que 2 chaises et une belle pièce de tissu, est-ce que je peux faire la même magie avec une idée à moi? Avec rien. Ouais. Alors, derrière moi, je dis oui, mais il faut avoir le bon éclairagiste. Parce que tu vois, moi, le parallèle que j'aurais envie de faire, c'est que nous, quand on voit des devs qui ont eu l'occasion de travailler chez un Google, chez un Apple, c'est des gens qui ont travaillé. C'est-à-dire que quand tu fais un système de traitement de données dans une boîte lambda, tu vas traiter quelques centaines, quelques milliers, peut-être quelques centaines de milliers d'informations. Quand tu fais du traitement d'informations chez Google, direct, on sait, tu parles en milliards d'informations, parce que Google, c'est Google, c'est des milliards de gens à travers le monde qui l'utilisent tous les jours. Donc dès qu'il y a un peu de données, en fait, c'est colossal par rapport à ce qu'on a dans le reste du monde. Et du coup, on a parfois l'impression que certains devs peuvent considérer que c'est une finalité, c'est-à-dire que les meilleurs devs sont chez Google, quoi qu'il arrive. Et que si tu n'es pas chez Google, c'est que tu n'es pas un bon dev. Et on peut avoir l'impression que quelqu'un qui a travaillé chez Google, en fait, tout ce qu'il fera après, ce ne sera pas aussi valable que ce qu'il a pu faire chez Google. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pas celui-là, je n'ai pas compris. Tu as dit Google et Google 2 fois. Oui, pardon. J'ai perdu le fil. On peut avoir l'impression que quelqu'un du coup, qui a travaillé chez Google, tout ce qu'il fera après, c'est Google. Ce ne sera pas aussi valable que ce qu'il a fait chez Google, parce qu'en fait, chez Google, il a fait des choses à une échelle qui sont colossales. Moi, j'espère pas. Hein. J'espère pas pour lui. J'espère pas non plus. Ouais. Voilà, donc tout ce que vous devez qui quitte Google pour faire autre chose de vos propres moyens, allez-y. La vie continue et les idées, ils sont là dans votre tête. Mais donc, parce que tu vois, toi, on pourrait se dire, tu as travaillé avec Disney, tu as passé très longtemps à construire tous ces spectacles qui sont absolument merveilleux, qui sont vus par des millions de personnes chaque année. Est-ce que pour toi, tu vois, est-ce que dans le milieu, ça peut être considéré comme une finalité de se dire, Kat, elle a eu une opportunité de ouf, c'est le rêve de tout le monde. Et est-ce que du coup, toi, tu peux avoir l'impression que tout ce que tu fais après, c'est moins bien que ce que tu as pu faire chez Disney. Tu vois, comment est-ce que tu as vécu ce passage dans un truc aussi colossal que Disney? En fait, vous pouvez me prendre pour une folle ou quoi, mais j'ai dit, je prends ça comme tous les ingrédients d'une belle recette de ma vie, de mes expériences, et je pars avec une page blanche vers l'avenir, qu'est-ce que je vais faire et comment je vais faire. Et justement, j'avais certaines choses qui étaient dans le tiroir, que je n'avais pas pu avoir le temps, parce qu'on travaille énormément, 18 heures par jour parfois. Donc, j'ai dit, tiens,
où est-ce qu'elle est, cette petite chose, cette idée? Je sors une idée, je parle avec des gens, je commence à voir un musicien qui veut parler avec moi, un autre truc, un truc. Tu commences plus petit, c'est tout. Mais c'est pas dire que c'est plus valable. Vous voyez? Donc, oui, des énormes machines, etc., qui marchent bien, qui marchent très, très bien. Numéro 1, moi, je suis vraiment très respectueux et fan, comme toi, de Disney. Il y a d'autres. C'est pas que ça. J'espère que ce ne serait pas que Google dans le monde entier. J'espère qu'il y aura toujours le petit souris qui joue d'écarté, qui think out of the box, qui va ailleurs. Souvent les gens disent Do we own him? Est-ce qu'on est déjà propriétaire de cette petite technologie de vidéocast qu'on n'avait jamais vue avant, quoi? Je dis non, il a sa propre compagnie, on travaille en collaboration. Ah oui, combien il coûte? Ah, je ne sais pas, il faut lui demander. Ça, c'est son décision. Comme lui, il veut voir les choses. Ok. Et c'était merveilleux. C'était presque comme un conte fait. Je vais dire que parce que toute ma vie, j'aurais jamais dit ça. Hein. J'aurais jamais demandé, j'aurais jamais pensé que j'aurais pu utiliser mes talents dans cette grande boîte et être respectée et être partie de leur conseil mondial créatif quand on a décidé de réunir tous les départements créatifs dans les 5 lieux. Et dit, OK, on va être tous ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Peut-être on peut créer un World Festival. Un truc qui n'est jamais fait. Ou un truc qui commence à Tokyo, qui va voyager à Hong Kong, qui va après venir à Paris, qui va faire un tour du monde avec fake le shit. On ne sait jamais. Pour terminer, j'aurais une question toujours en lien avec cette notion d'inspiration et de passion. Tu as la chance d'avoir eu une vie entière de driver, animer et porté par cette passion de la danse, du spectacle. Et tu as pu l'exprimer tout du long de ton parcours jusque-là. Tu nous as dit que ça avait commencé toute petite. Est-ce qu'il y a des moments de lassitude, d'ennui sur des spectacles que tu as pu créer? Et si oui, comment est-ce que tu gères cet ennui vis-à-vis d'un truc que pourtant tu portes au fond de toi? Oui, il y a l'usure. Il y a de la usure. Il y a de la demande de perfection, pour moi, de jamais refaire la même chose 2 fois. Quand je voyais dans le formulaire, dans la répétition d'un acte 1, acte 2, acte 3, le vilain, le bon, les couples qui se mettent ensemble, après ils se disparaissent, après ils remettent ensemble, ça c'est... Je crois que le challenge, c'est dans ce temps-là, c'est prendre un petit break. Franchement, hein. Ferme la boîte, ferme la musique, va sur une plage, regarder les vagues, méditer, faire autre chose, changer un petit peu, et puis revenir avec une fraîcheur, une vitamine, autre chose, et puis ça recommence. Ça, c'est pas fini, c'est juste que... Oui, je sais que j'ai fait des chorégraphies où j'arrive et je dis, c'est presque 3/4 fini. Et je regarde la compagnie qui le fait, je dis, tu sais, c'est quand même un peu nul. Allez, rentre à la maison, on va commencer encore. Oh non, on n'a que 2 jours, on va pas finir. T'inquiète pas, parce que c'est pas bon. Donc, vas-y, je vais pas vous gaspiller votre temps non plus. Je mets tout ça, je mets la musique au fond, je ferme toutes les fenêtres, toutes les portes et je commence à... Oui, donc l'inspiration, ça se repose aussi. Parfois, il faut... Ah, on n'est pas 24 sur 24. Hein. Non, il ne faut pas non plus. Il faut laisser les rêves venir. Il faut lire les livres, il faut écouter la musique, il faut regarder ton petit enfant qui commence à marcher. Il faut prendre la vie avec, j'imagine, le chef. Il a dit, qu'est-ce que c'est l'ingrédient magique que je vais mettre dans cette recette pour changer tout. Un gâteau à yaourt, c'est le mien, parce que il y a mon ingrédient magique spécial. Exactement. Merci beaucoup, Kat, pour cette discussion. Merci, Bruno. C'était fort vivant. Thank you very much. Top. Merci beaucoup, Kat. Et merci à tous d'avoir écouté donc, cet épisode un petit peu différent. Donc, il y en a 6 autres qui vont arriver juste après. Avec différents artistes, différents artisans. On va découvrir plein de métiers. Vous allez voir, c'est vraiment une série passionnante. J'ai pris énormément de plaisir à enregistrer tous ces épisodes. On se fera un petit épisode à la rentrée, normalement avec Benoît d'Artisan Développeur,
pour faire un peu un bilan de tout ça et de se dire du coup, est-ce que le dev est un métier d'artisan ou d'artiste? Ça sera un petit peu la conclusion de tout ça. En tout cas, j'espère que vous passez d'excellentes vacances si vous en avez. Sinon, j'espère que vous avez d'excellentes vacances qui vous attendent bientôt. Comme l'a dit Kat, c'est important de se reposer parfois. Donc, merci beaucoup. J'ai hâte de vous retrouver à la rentrée. Je vous souhaite donc d'excellentes vacances. Et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, B-I-B-E-A-R. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.